Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue sur Sud Radio, 7h42, c'est le petit déjeuner politique de Sébastien Chenu, qui est député Rassemblement National du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. La canicule, le gouvernement est mobilisé, le gouvernement est à la hauteur ? Écoutez, moi j'ai quand même le sentiment qu'on en fait beaucoup pour un événement climatique qui est important dans le quotidien des Français, mais je me disais, faut-il à ce point avoir peu de résultats politiques pour transformer un événement climatique en événement politique? Vous vous souvenez pas qu'en 2003, il y a eu 19 000 morts ? Mais bien sûr, et d'ailleurs c'était il y a 16 ans. Donc en 16 ans, on ait pu progresser. Qu'en 16 ans, l'État se soit peut-être mieux organisé. Qu'en 16 ans, les pouvoirs publics se soient donné peut-être plus de moyens. Ça me semble tout à fait normal. De là en faire le fait politique du jour, voire de l'année, ça me semble un peu consternant, je vais vous dire. Les collectivités locales, ça fait déjà longtemps qu'elles s'occupent fort bien de ces problématiques lorsqu'elles surviennent. On a eu des coups de chaleur importants qui se sont déjà produits ces dernières années. Localement, vous avez des mairies qui sont tout à fait adaptées. Donc là, on est en train de réinventer l'eau chaude. Des mairies peut-être, mais pas dans toutes les écoles. Quand vous allez dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas de rideau, de store, il n'y a pas de climatisation, et donc les enfants sont en plein soleil, en plein cagnard. Que tout ça soit perfectible, sans aucun doute. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que on s'étonne qu'il fasse très chaud fin juin. Il fait très chaud fin juin, très bien. L'État a pris ses responsabilités, tout comme les collectivités. Très bien. Est-ce que c'est le fait politique majeur de l'année ? Je n'en suis pas certain. Vous avez vu on a l'impression que c'est le cas de le dire, que le gouvernement brasse beaucoup d'air là-dessus. Oui, mais vous avez vu que l'État a été condamné hier par la justice, justement pour ne pas avoir suffisamment réagi avec une mère et sa fille qui avaient porté plainte parce qu'elles souffraient de problèmes respiratoires. Oui, il y a encore des marges de manœuvre, des progrès à faire, mais moi je n'oublie pas non plus que la France est un bon élève en ce qui concerne la lutte contre la pollution. On essaye sans arrêt, si vous voulez, de faire culpabiliser les Français, leur dire qu'ils se tiennent mal, leur dire que l'avenir de ce pays, c'est la lutte contre les gobelets en plastique. C'est très bien. Tout ça est très bien. Il faut lutter contre tout cela, mais arrêtons de culpabiliser les Français. La France est un bon élève en matière de pollution. Il y a des pays qui auraient beaucoup plus de leçons à recevoir en la matière que la France. Alors on peut toujours progresser. Il faut avoir cette préoccupation en tête. Mais moi, j'aimerais qu'à un moment, on arrête de bassiner les Français matin, midi et soir avec ça. Mais c'est vrai. Mais est-ce que le Rassemblement national met en doute le dérèglement climatique de notre planète ? Non, nous sommes des gens tout à fait rationnels. Parce que c'est pas toujours très clair dans les déclarations des uns et des autres. Et d'ailleurs, au point que nous avons développé tout un pan de notre offre politique qui s'appelle le localisme. Nous considérons qu'on ne peut pas continuer sur un modèle économique qui voudrait qu'on fabrique à un bout du monde un certain nombre de produits qu'on viendrait vendre ici à des gens qui sont bien souvent au chômage. Donc, tant que ce modèle économique perdurera, alors il y aura à s'inquiéter sur l'avenir de la planète. J'ajoute cependant que nous avions proposé en matière écologique, par exemple, tout un plan de développement de l'hydrogène pendant la campagne présidentielle, parce que nous pensons que l'hydrogène fait partie des possibilités qui sont les nôtres de réduire la pollution. Qu'a fait le gouvernement ? Il a réduit dans le dernier budget de 100 millions d'euros le budget de l'hydrogène. C'était une variable d'ajustement pour lui. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Vous avez des pays, je pense à la Chine, qui met des milliards dans son budget dans le développement de la filière hydrogène. Nous pensons que c'est une voie d'avenir, la filière hydrogène. C'est une des voies. C'est pas l'une. C'est une des voies d'avenir. Mais vous savez, on peut pas parler, j'entendais la secrétaire d'État à l'écologie, Madame Poirson, dire qu'il faut décarboner notre économie. Mais je ne vois pas tellement comment on peut décarboner notre économie sans le nucléaire. Il faudra quand même nous expliquer un jour. On ne peut pas lutter contre le nucléaire et contre la décarbonisation de notre économie. Donc oui, il y a des marges de progression dans ce pays, mais la France n'est pas coupable. La France fait bien, je crois, et depuis longtemps a bien pris conscience de ces problématiques. Mais elle peut aller encore plus loin et montrer l'exemple. On prend souvent l'exemple de la France dans le monde. On peut toujours faire mieux, mais moi je vais vous dire, j'ai été un peu heurté d'entendre le discours du Premier ministre qui déclarait la guerre aux gobelets en plastique, et dans le même temps, dans ce discours, une absence totale d'empathie et de mesures concrètes, par exemple pour les personnels soignants ou pour les pompiers, si vous voulez, on en parlera. Les pompiers justement qui rejoignent aujourd'hui les urgentistes dans le mouvement de grève. Vous comprenez et soutenez cette grève ? Vous dites quand même aux pompiers, attendez, c'est pas responsable de faire grève quand on est pompier.
Ah non, mais d'abord, les services d'urgence seront assurés. Ce sont des gens responsables. Il y a, de mémoire, 40 000, un peu plus, presque 41 000 pompiers professionnels dans notre pays et près de 200 000 pompiers volontaires. Moi, j'ai une pensée pour ces pompiers. Vous savez, les pompiers de ma circonscription, je les connais bien, à Denain, à Douchy-les-Mines. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Je sais la difficulté de leur mission. Je sais aussi ce à quoi ils sont confrontés dorénavant, c'est-à-dire à cette violence de plus en plus forte de notre société. Nous les soutenons. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils n'ont pas assez de moyens. Ce n'est pas nouveau. Et ce sont les départements qui gèrent les pompiers, et les départements étaient asséchés financièrement par l'État. Moi, j'avais déposé une proposition de loi, évidemment, le gouvernement n'en a pas tenu compte, qui concernait l'anonymisation des plaintes des pompiers. C'est-à-dire, lorsqu'ils se faisaient agresser, garantir le fait que leurs plaintes soient anonymes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de représailles, parce que les pompiers, ils vivent dans les quartiers, ils vivent dans les villes, etc. Ce sont aussi un peu des comme habitants. les policiers, d'ailleurs. Exactement. Oui. Eh bien entendu, le gouvernement n'a pas souhaité, pourtant, ça ne coûtait pas €1. Étudier cette proposition de loi. On peut améliorer le statut des pompiers financièrement, en termes de moyens, et également leur garantir un certain nombre de droits, de protection supplémentaires qui ne coûtent pas €1. Sébastien Chenu, est-ce que vous vous réjouissez du rapport qui a été rendu hier? Parce qu'il va dans votre sens, et dans ce rapport d'une mission d'information de l'Assemblée nationale, eh bien, on dit qu'il y a une infiltration de l'islam radical dans les services publics, police, transport, prison. Vous vous en réjouissez de ce rapport? J'ai envie de dire, tiens, le réel n'est pas d'extrême droite. Ouais. C'est drôle. Lorsqu'on s'attaque au réel, lorsqu'on découvre le réel, lorsque ces parlementaires découvrent le réel, tout à coup, il n'est plus d'extrême droite. C'est pourtant comme ça qu'on qualifiait honteusement notre discours en disant c'est l'extrême droite, ce sont des propos d'extrême droite. Pas du tout. Ce que nous dénonçons et qui est accablant depuis des années dans notre société, c'est la réalité de ce que les Français vivent. Un service public qui a été en partie vassalisé par le fondamentalisme islamique. Oui, maintenant... Vassalisé, vous allez loin quand même. En partie, je dis. En partie, vassalisé. Non, il y a des secteurs entiers, des pans entiers. Moi, j'ai lu ce rapport, en tout cas les extraits qu'on a pu en voir, des pans entiers du service public qui ont été mis sous la coupe ou dans lesquels on a toléré des accommodements absolument scandaleux avec la laïcité. Alors vous me direz, quand on voit la mollesse avec laquelle on a accepté, on a géré le Burkini à Grenoble, faut pas s'étonner. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a, finalement, on a trouvé presque ça sympathique, ces dames qui demandaient tout simplement à pouvoir se baigner en burkini. On n'a pas compris ce gouvernement. Il faut s'adapter. Vous parliez d'adaptation tout à l'heure, non ? Je parlais d'accommodement, mais pas plus d'accommodement d'ailleurs que d'adaptation. Il ne faut. Moi, je pense qu'au contraire, il faut être intransigeant. C'est une histoire sans fin que celle des revendications à communautaires. Ces femmes qui veulent se baigner et qui sont en burkini. Le respect de la laïcité. On ne se baigne pas en burkini en France. D'abord, dans des piscines privées, on peut le faire. Mais chacun fait ce qu'il veut dans une piscine privée ou chez lui, ne serait-ce que d'ailleurs pour des raisons d'hygiène. Je rappelle qu'il est interdit en général dans les piscines de se baigner, ne serait-ce qu'avec un caleçon, donc couvert de tissu, je n'en parle pas, mais pour des raisons de laïcité absolue, c'est un infranchissable, le burkini. Moi, je pense qu'il y a des maires qui se sont accommodés pendant des années de tout ça, qui sont allés, des élus, bien sûr, qui sont allés visiter des mosquées radicales, qui ont accepté des drapeaux étrangers lorsqu'ils ont célébré des mariages. Tous ces accommodements du quotidien, de tous ces maires de gauche et de droite, parce que qu'ils soient républicains ou qu'ils soient socialistes ou communistes, ils ont tous été en capacité de baisser la tête devant les revendications communautaires dans beaucoup de villes de France. Eh bien, je pense que nous ne pouvons plus l'accepter. Ce rapport, il est accablant. Il correspond exactement à ce que nous disons depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Eh bien, je vous le dis, il faut bannir les accommodements. Je viens déjà de vous le dire. C'est ça, bannir tous les accommodements possibles dans notre État. Donc, il faut des nouvelles règles dans les services publics. Si on appliquait les règles qui existent, on avancerait déjà. Fermer les mosquées salafistes. Je rappelle, 100 de mosquées salafistes sur notre territoire. Elles sont listées, le ministère de l'Intérieur les connaît. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on accepte que des gens viennent prêcher, bien souvent dans des langues étrangères, contre l'État français, contre nos valeurs, contre la République ? Je ne sais pas jusqu'à quand, mais visiblement, le gouvernement a le sentiment d'être bien faible en la matière. Moi, ce que je crois, c'est que ces accommodements, ils sont en train de dissoudre le tissu républicain. On est en train de s'apercevoir que parce que l'État est faible, alors il est grignoté de toutes parts par les revendications communautaires. Face à cela, il faut une certaine fermeté. Je ne vois rien
rien du tout dans l'application des lois ou dans de nouvelles lois qui permettent cette fermeté. Tout ce qui est fiché S, tout ce qui est soupçonné de radicalisme ne devrait pas avoir accès aux professions de sécurité. Ah oui, ne devrait pas. Bien entendu, avoir accès aux professions de sécurité. Certains policiers sont justement, vous parlez de fichiers S, il y en a quelques-uns qui sont suspectés de radicalisation, ils sont surveillés ou ils sont mis à l'écart. Mais ils devraient, non, ils ne sont pas mis à l'écart. Ils sont surveillés. Ils devraient être mis à l'écart. Le monde sportif, le monde universitaire, j'ajoute, n'ont pas pu être, visiblement, les données n'ont pas pu être collectées en ce qui concerne ces deux mondes dans lesquels le radicalisme prend également pied. Dans le monde sportif, vous visez quoi ? Il y a des associations, on le sait très bien, dans certaines banlieues, qui sont en fait les faunées de revendications communautaires. Ce ne sont pas des inventions. Tous les experts, tous les rapports, tous les observateurs, tous les élus locaux qui ont été confrontés à des demandes multiples et variées de revendications communautaires le savent. On devrait prendre des sanctions, on devrait assécher financièrement ces associations, on devrait être implacable. Quiconque franchit la ligne rouge devrait se retrouver privé de subventions publiques. Oui, Sébastien Chenu, le concours d'entrée de Sciences Po a été modifié. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est-à-dire que là, il ne va plus y avoir de concours. Ce sera une sélection à partir en fait des notes, des dossiers. Bonne chose ou mauvaise chose ? Bon, écoutez, moi j'ai toujours le sentiment qu'on recule toujours un peu devant l'effort. C'est un peu le brevet qui est repoussé. Sciences Po, plus de concours. Bon, à la limite, je vais vous dire, tout ça m'interpelle assez peu parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est l'enseignement qui est dispensé à Sciences Po. C'est vraiment l'école anti-gilet jaune, quoi, Sciences Po. C'est-à-dire que c'est l'école dans laquelle on apprend bien à tout le monde à parler de la même façon, à penser de la même façon, à réfléchir de la même façon. Anti-gilets jaunes, je suis pas si certain parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, par exemple, qui se revendiquent ensuite de la France insoumise, non, mais ça, vous savez, c'est souvent. C'est souvent des délires de petits bourgeois, ça. Ouais. Alors, on les connaît, les petits bourgeois de Sciences Po, fils eux-mêmes de petits bourgeois, pensent comme des petits bourgeois. Comme quand on pense comme un petit bourgeois, on commence toujours comme un révolutionnaire de salon pour terminer journaliste à Libération. Au Rassemblement national, il peut y avoir aussi des petits bourgeois, non ? Je vais vous dire ce qui s'est passé au Rassemblement national à Sciences Po. On avait monté une section, et je rends hommage d'ailleurs à celui qui l'avait monté, qui est un jeune élu, qui s'appelle Émeric Merlot. Il y avait un point commun aux gens qui animaient cette section, ils étaient tous boursiers au mérite et provinciaux. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'opposé du recrutement qui se faisait à Sciences Po. Parce que, permettez-moi juste un mot, Sciences Po, au-delà du fait que ce soit le prêt-à-penser caricatural, est en échec complet sur ce qui s'appelle les conventions d'éducation prioritaire, les CEP. 40% des gens qui arrivent via ces conventions viennent de milieux CSP+, c'est-à-dire que ce sont des familles qui ont contourné ces conventions en plaçant leurs enfants dans des ZEP, dans des lycées de ZEP, pour pouvoir se dispenser du concours d'entrée et faire intégrer leurs gamins à Sciences Po à travers ces conventions. Je n'ai pas, ces chiffres sont très précis. Oui, bien sûr. On vérifiera. Sébastien Chenu, un dernier mot à propos de recrutement. Ça ne recrute pas très fort quand même du côté du Rassemblement national qui visiblement déroule le tapis rouge aux élus du Parti républicain, mais je vois pas beaucoup d'adhésion aussi. Non mais si vous parlez des élus et des stars, rassurez-vous, les élus des Républicains, ils sont fascinés par Macron. Ils continueront d'aller de façon industrielle chez Macron. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les électeurs, les militants, les gens de la base, ceux qui ont été trahis, trompés par les Républicains. Mais dans les déclarations, il y avait aussi, on va attirer, en fait, vous allez voir les élus. Mais vous verrez également que notre discours ne se limite pas aux Républicains. C'est l'élu du Nord qui vous parle. Nous aurons sur nos listes municipales dans le Nord des gens qui viennent de la gauche, qui ont des responsabilités politiques à gauche également. Absolument. Il y a des gens de gauche. Mais absolument. Alors, du Parti Socialiste, du Parti Socialiste, Parti Communiste, structure syndicale. Moi, j'aurais plaisir à présenter des listes dans le Nord, dans lesquelles il y a des syndicalistes, des gens qui viennent du PS, du PC, peut-être même de la France Insoumise aussi. Ils vous ont montré leur ancienne carte du PS, par exemple. Non, mais ils n'ont même pas eu besoin parfois de nous les montrer, puisqu'ils, pour certains d'entre eux, assumaient. C'est une ouverture large, ça, quand même. Le Rassemblement national qui va recruter à gauche. Ça vous démontre simplement que la droite et la gauche, ça n'existe plus. Les Français l'ont dit par 2 fois lors des dernières élections présidentielles et européennes. Merci Macron alors. Merci Marine Le Pen qui avait fait ce constat il y a bien longtemps. Sébastien Chenu, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Je vous parle de la lutte contre la haine en ligne. Le secrétaire d'État au numérique a confirmé que Facebook acceptait de dévoiler les adresses IP de ceux qui, en tout cas des auteurs de messages haineux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle et est-ce que vous y croyez ?
Je n'y crois pas et je pense que c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où on transmet à une justice privée, c'est-à-dire aux opérateurs, le soin de faire le ménage et de dicter ce qui est possible ou pas possible sur les plateformes. Il y a une loi sur la liberté de la presse, etc. On a un arsenal juridique qui existe et qui pourrait être appliqué tout à fait à bon escient. Et là, on transmet... Vous voyez que ça ne fonctionne pas quand même. Parce qu'on ne l'applique pas, c'est bien le problème. Mais la loi existe, elle peut être appliquée. Mais transmettre à une justice privée, aux plateformes, aux gestionnaires de plateformes, la capacité de faire le ménage me semble être assez dangereux à terme. Et vous avez un invité surprise, merci. Salut Seb, c'est Laurent Wauquiez, alias Lolo Schizo. Je voulais tirer mon chapeau car tu as fait ce que j'ai jamais osé faire, rallier l'autre bord, celui de Marine Le Pen. D'ailleurs, dans ta dernière déclaration moyenâgeuse en mode Game of Thrones, tu reproches à Macron d'avoir vassalisé les Français. Mais franchement, si un jour Marine récupère le royaume, tu penses pas qu'elle risque de faire de tous les Français un peuple de serfs? Serfs, S-E-R-F-S, bien sûr. Je reconnais bien ce côté sans cœur de Laurent Wauquiez, qui ne croit finalement qu'au rapport de force et ce mépris absolu qu'ont eu les Républicains pour les Gilets jaunes, pour ceux qui ne se sentaient pas reconnus dans notre société. Oui, j'ai bien compris, Laurent Wauquiez, combien vous manquiez de cœur. Ok, tu veux que je la boucle et que je remonte le pont-Lévis? D'accord. Voilà, merci Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, était l'invité de Sud Radio ce matin. Et puis bien sûr, on retrouve Dany Moroz à un tour de 8h20 sur Sud Radio. Bienvenue, 7h58, c'est le grand matin.